Bonjour, bienvenue sur le podcast du Centre Primo Levi pour un nouvel épisode que nous consacrons à une question très peu évoquée en France qui est celle de vieillir en exil, qui est aussi le titre du nouveau numéro de notre revue Mémoire. Depuis quelques années, en effet, notre centre accueille de plus en plus de patientes et de patients âgés, et parmi les préoccupations que nous rencontrons figure celle très importante de l'accompagnement social. Et nous allons évoquer cette question avec Pauline Langlade, qui est assistante sociale dans notre équipe, et à laquelle je souhaite la bienvenue. Merci. Bonjour Pauline. Bonjour Maxime. Voilà, donc quelques questions, notamment la première qui est quelles sont les difficultés que les patients âgés de notre centre peuvent rencontrer dans ta pratique? Alors effectivement, la question du vieillissement pour les personnes en exil, c'est une question qui émerge de plus en plus dans la clinique au centre Primo Levi, qui est quand même une question assez récente. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le vieillissement, c'est une vulnérabilité en soi. Donc déjà, même pour une personne française insérée, la question du vieillissement et de la perte d'autonomie est forcément une question de la vulnérabilité. Alors quand on accompagne les personnes qu'on accompagne au centre Primo Levi, donc qui sont en situation d'exil, qui ont vécu la torture, la violence politique et un parcours d'exil. On voit bien que cela représente un cumul de vulnérabilités. Aussi, se surajoutent à ces vulnérabilités des situations de très grande précarité dans le pays d'accueil. On voit très clairement, on sait que l'exil a mis à mal tous les liens à l'autre, à sa place dans le social en général, mais ça a fait rupture avec tout ce que faisait du quotidien, et de la vie de la personne, hein, et donc aussi tous ses repères, mais aussi une place dans la société, et aussi une place où les personnes âgés peuvent avoir dans leur société d'origine, et que l'arrivée dans un pays qui est dit d'accueil, si on peut considérer que ce sont des pays d'accueil, parce qu'on parle aussi beaucoup de désaccueil aujourd'hui pour les personnes exilées. La question, c'est aussi comment pouvoir s'inscrire dans cette nouvelle société, ce qui va être déjà très compliqué pour une personne exilée qui est jeune, hein. Alors pour une personne âgée, c'est un enjeu encore plus compliqué. Après, ce qui est important de distinguer, c'est il va forcément y avoir un accompagnement différent en fonction de la situation administrative de la personne. Si la personne est en situation régulière parce qu'elle a obtenu la protection internationale, donc qu'elle est réfugiée ou qu'elle a la protection subsidiaire, on ne travaillera pas les choses de la même façon que si cette personne est déboutée et qui, donc, elle, n'aura pas d'ouverture de droit commun. Pour les déboutés, c'est une question qui est extrêmement compliquée, beaucoup plus compliquée que les autres cas que toi tu peux rencontrer en fait. Tout à fait, parce que la question de l'accompagnement social d'une personne déboutée, d'ailleurs quel que soit son âge, c'est quand même des personnes qui sont en marge de la société parce que, aux yeux de l'État français, elles ne sont pas supposées être sur le territoire français. Donc finalement, il y a très peu de droits pour ces personnes-là. Là où on se bat du coup pour trouver des solutions qui initialement pouvaient être considérées comme des solutions d'urgence, donc de l'hébergement d'urgence, finalement ces personnes vont être maintenues dans ce système d'urgence et ne vont pas pouvoir accéder notamment par exemple des lieux de vie adaptés. Très clairement, moi j'accompagne une femme qui est déboutée, ça fait plus de 10 ans qu'elle est sur le territoire français, donc nos juristes sont en train de travailler sur la question de la régularisation, mais pour l'instant cette femme elle est maintenue dans ce système d'hébergement d'urgence, bien qu'elle ait des enfants en France, mais en même temps ces enfants sont pas en mesure de pouvoir l'accueillir parce que eux-mêmes en grande précarité. Et cette femme, elle partage sa chambre dans un centre d'hébergement d'urgence depuis des années, là où on pourrait faire valoir la vulnérabilité de cette femme pour pouvoir essayer de trouver une solution qui soit plus adaptée, et notamment pour qu'elle puisse avoir accès à une chambre individuelle et un espace propre à elle, et garder une part d'intimité plus importante. Ce qui l'effraie énormément, c'est toute la perte de repères que ça pourrait impliquer, que de devoir changer de lieu d'hébergement là où en fait finalement elle a ses repères depuis 6 ans à cet endroit-là. Donc en fait elle préfère se maintenir dans cette situation-là parce que
Aujourd'hui, en tout cas, psychiquement, elle n'en est pas prête et que, elle l'aborde très clairement en disant: «Je suis trop âgée pour pouvoir assumer ce changement». Et j'avais une question plus générale, on en a parlé pour préparer là, ce podcast sur un peu le sentiment qu'avaient les patients âgés de se situer socialement en fait. Est-ce qu'ils ont ce sentiment d'être devant un mur? Est-ce qu'ils entrevoient des choses? Alors, pour les déboutés, c'est autre chose. Mais pour les patients que tu suis qui sont en demande d'asile ou qui ont le statut, est-ce qu'ils entrevoient une espèce d'ouverture? Bah, en fait, la question, c'est comment se projeter. Alors déjà, on sait très bien que quand on est en parcours d'exil, la projection est quelque chose qui est très difficile. On est entre ici et ailleurs, enfin, on est entre le pays d'accueil et quand même le pays duquel on s'est exilé. Donc, on est dans cet entre-deux. Et effectivement, c'est un travail qui est totalement différent puisque la perspective n'est pas la même. Là où, avec des patients plus jeunes, on va travailler sur la question de l'insertion professionnelle, l'insertion par le logement. Et on voit bien aujourd'hui que d'abord, c'est l'insertion professionnelle qui va primer. Bon, et dans certaines situations, ça sera la question du handicap si elle s'avère pertinente. Pour les personnes qui ont un certain âge, après 60 ans, on va dire déjà, la question de l'insertion professionnelle, c'est pas une perspective qu'ils peuvent entrevoir. Mm. Et ce qui est très, très compliqué aussi, c'est que là s'opère aussi, bah, une question sur, à la fois une perte d'un statut social, qui est de la personne âgée et qui peut être respectée parce que elle a eu une position sociale, elle a une grande carrière professionnelle par exemple, enfin voilà, tout ce qui faisait de son quotidien avant, et que aujourd'hui cette position sociale n'est absolument pas reconnue en France, et notamment quand une personne qui obtient le statut de réfugié et qui arrive à l'âge de la retraite mais qui n'a jamais travaillé sur le territoire français, donc qui n'a jamais cotisé, ne pourra pas prétendre à la retraite. Alors qu'elle a eu une carrière très longue dans son pays d'origine, on ne pourra jamais faire valoir cette carrière auprès des services de retraite français. Et donc du coup, ça sera une bataille, on va dire, pour pouvoir obtenir des minima sociaux. Et ça, c'est une bataille que, en fait, tous les étrangers qui arrivent en France peuvent mener. C'est-à-dire, ils arrivent, je prends par exemple un Australien, disons, qui arrive en France âgé 60 ans avec une grande carrière professionnelle derrière lui, il aura énormément de mal à faire. Tout à fait. Déjà, il n'aura pas cotisé. Donc, quelle est la différence justement entre les personnes qu'on reçoit qui sont exilées et cet Australien Alors après, je suppose que aussi déjà l'Australien, enfin jusqu'à présent, on ne s'exile pas forcément d'Australie, c'est-à-dire que c'est plutôt peut-être un choix de la part de cette personne de venir s'installer en France, alors que l'exil, c'est pas un choix si ce n'est le choix de la vie finalement, et que du coup, bah, je suppose que si ça fait partie d'un projet de vie, cet homme aura préparé ce projet-là, tout comme par exemple des Français qui vont travailler à l'étranger pendant toute leur carrière et qui vont cotiser d'eux-mêmes auprès de l'assurance retraite en France. Ils vont faire le choix de cotiser pour pouvoir en bénéficier à leur retour en France malgré une carrière à l'étranger, mais c'est parce qu'ils auront fait le choix de cotiser. Alors que les personnes exilées, ce n'est pas un choix, l'exil n'est pas un choix, c'est une nécessité, et que du coup, elles n'ont pas eu la possibilité de préparer ce départ. Parce que l'exil, enfin, il y a différentes raisons à l'exil, mais par exemple, quand on part d'un pays en guerre, cette guerre, elle survient à un moment, on ne prévoit pas. On n'a pas de projet d'arriver en France. Exactement, et c'est d'où la difficulté d'ailleurs pour les personnes qui arrivent, enfin des personnes qu'on accompagne qui arrivent à se projeter dans un projet plus lointain. On est vraiment aussi sur les projections à court terme, et donc la question de l'accompagnement et du projet qu'on pourrait essayer de créer avec les personnes vieillissantes n'est pas du tout le même qu'une personne plus jeune, mais notamment parce que on est sur une question, alors je ne dis pas qu'ils sont en fin de vie, c'est pas ce que je dis, mais on est quand même sur comment finir sa vie et comment aménager en fait les 20 dernières années peut-être de sa vie, alors qu'on ne sera pas en tout cas intégré socialement par le travail par exemple. Et voilà. Et comment est-ce que justement ça permet d'aborder cette question un peu des solutions, des ressources que toi tu peux mobiliser
voilà, vis-à-vis des patients, de tous les cas que tu peux rencontrer. Comment est-ce que tu travailles cette solution là, voilà, des difficultés sociales, de cette question très particulière de l'âge? Comment est-ce que toi tu t'organises, voilà, pour trouver des solutions, faire en sorte qu'ils aient un espèce d'espoir dans l'avenir, quoi? Je pense que déjà notre rôle il va plus loin que pour les personnes âgées, c'est déjà pouvoir donner repère, parce que quand on arrive dans une société d'accueil dans laquelle on n'a aucun repère, ou très clairement, enfin, le droit est complètement différent que dans leur pays d'origine. Pouvoir leur expliquer quels sont leurs droits, c'est important. Et donc, du coup, on va travailler sur, notamment pour les personnes réfugiées, sur ce qu'on appelait le minimum vieillesse, donc l'ASPA aujourd'hui. Et on va en tout cas essayer d'assurer enfin, l'ouverture des droits, que ce soit aussi des droits à la MDPH, par exemple, pour des cartes de mobilité. Quand on accompagne des personnes aussi qui vont avoir des besoins spécifiques, c'est aussi de remettre dans des parcours de soins, hein, finalement, qui soient adaptés aussi à la personne, qui sont peut-être au-delà de la question du soin qu'il y a au centre Primo Levi, mais ça sera aussi bah, à un moment, on va être, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais on va forcément se confronter à la question de la perte d'autonomie. Et que finalement, la perte d'autonomie, c'est une question de dignité aussi, de pouvoir accompagner les personnes qui sont en perte d'autonomie. On voit déjà que dans la société française, on a du mal à s'occuper de nos personnes âgées, avec, on voit bien hein, tous les scandales qu'il y a eu avec les EHPAD, mais aussi on est dans une vision, enfin la société aujourd'hui, et la politique, c'est plutôt de maintenir au maximum les gens au domicile plutôt que de leur proposer des places en institution adaptées. Mais donc, maintenir des gens à domicile, ça veut dire qu'il y a des professionnels qui interviennent au domicile. Et là, on parle vraiment, je ne parle pas de soins infirmiers, c'est-à-dire, je ne parle pas d'un soin médical, je parle d'un soin, effectivement, de l'aide à la toilette, des choses comme ça, qui ne peuvent plus être pratiquées forcément par les infirmières, mais parce qu'elles n'ont pas la possibilité de faire ça. Si c'est uniquement le besoin, après s'il y a des besoins médicaux, peut-être que ça peut être fait, mais en fait, ça va être la question des aides ménagères aussi, ça va être la question des auxiliaires de vie, voilà, donc c'est tout ça. Et que finalement, alors déjà pour des personnes déboutées, je ne vois pas comment c'est possible d'être mis en place. Il y a des centres d'hébergement d'urgence qui se spécialisent petit à petit un petit peu plus sur l'accueil des personnes âgées, mais on voit bien quand même qu'ils sont mis très en difficulté quand les situations des personnes sont... Voilà, en tout cas la perte d'autonomie est vraiment très importante. Et je ne parle pas en plus s'il y a une pathologie, parce que s'il y a une pathologie aussi... par exemple une maladie type Alzheimer ou autre, enfin là je ne sais même pas comment ils interviennent. Et par contre, pour les personnes réfugiées, bon, il peut y avoir des aides à mettre en place et des aides sociales à les solliciter. Pour l'instant, on n'a jamais été dans ce cas de figure, mais ça va forcément se questionner à un moment et ça va forcément arriver à un moment. Et est-ce que toi, on sait que pour nos patients qui sont pas forcément enfin, qui sont pas des personnes âgées, on sait que c'est difficile l'ouverture des droits. Mm. C'est extrêmement compliqué. Il y a la dématérialisation qui est un vrai obstacle. Est-ce que toi, voilà, pour l'ouverture des droits des personnes âgées qu'on reçoit, c'est plus difficile, tu trouves? Moi, je trouve que de toute façon, l'ouverture de droits pour des personnes exilées, c'est compliqué. Ça englobe déjà pour tout le monde. Après, la difficulté, c'est que la question de l'apprentissage pour une personne âgée, c'est une question qui est d'autant plus difficile parce que, au vu de son âge, au vu de sa capacité psychique à faire de la place aussi à une nouvelle langue, à des nouvelles choses, enfin voilà, quand on a passé 60 ans dans un pays, à arriver du jour au lendemain, être arraché de tout, arriver dans un pays qu'on ne maîtrise pas, on n'a pas forcément les mêmes capacités de pouvoir maîtriser les choses. Et puis même un Français de 70 ans, est-ce qu'il maîtrise l'outil informatique? C'est extrêmement compliqué. C'est toutes les certitudes liées à l'âge avec lequel tu arrives en France, quoi, Exactement. C'est difficile à bousculer, quoi. Et puis même si une personne est arrivée à 45 ans, sur le territoire français, ça fait 10 ans qu'elle est là, elle arrive déjà à 55 ans, elle est toujours déboutée, peut-être qu'elle aura son titre de séjour, quel est l'avenir de cette femme à 58 ans? Voilà, quelle insertion professionnelle sera possible? Et effectivement, la dématérialisation, ça complique les choses, mais ce n'est pas seulement ça, parce que finalement, quand il y a un suivi social, parfois ça peut aussi nous aider, être plus simple, parce que finalement, on ouvre le compte de la sécurité sociale, de la CAF et autres, et on peut avoir accès directement à des éléments, alors qu'avant, il fallait attendre le courrier, il fallait passer des heures au téléphone et autres. Donc, il peut y avoir des aspects positifs de ça.
et notamment éviter des ruptures de droit parce que justement, comme on sait qu'ils ne maîtrisent pas, nous, on va pouvoir anticiper et se dire, bon, on sait que enfin voilà, ils vont voir qu'il y a quelque chose de rouge sur leur espace, ils vont venir nous voir et on va faire la déclaration trimestrielle, par exemple, avec eux. Mais par contre, ce qui est très compliqué, c'est de pouvoir déjà les ouvrir, ces droits-là, parce qu'on voit bien que les choses traînent et que je ne sais pas si c'est une volonté politique ou si aussi on est face à des services qui sont saturés et que, par exemple, c'est la mutualité sociale agricole qui s'occupe de traiter les demandes d'allocations spécifiques pour personnes âgées, pour les personnes réfugiées, et pas la caisse primaire de retraite, enfin voilà. Mais en fait, juste déjà arriver à ouvrir les droits, c'est au niveau social parfois des batailles de plusieurs mois, voire plusieurs années. Et effectivement, c'est là où on peut mobiliser par exemple des jeunes gens pour, quand ça coince, aller dans les agences de la CAF, aller dans certains lieux. Une personne âgée, c'est très compliqué de pouvoir l'y emmener. Et il y a un autre aspect, c'est qu'ils ont moins accès à la langue aussi. Et que donc du coup, là où des personnes plus jeunes arrivent à être dans un apprentissage du français, parfois pour certains très rapide, pour d'autres ils n'entreront jamais dans la langue française, mais pour des personnes âgées c'est encore plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps, et du coup, de pouvoir se déplacer soi-même dans les espaces et se faire comprendre, c'est très compliqué, sachant que beaucoup d'espaces ne feront pas la démarche d'appeler un interprète. Et juste, tu parlais enfin, c'est une question aussi, on en a parlé, de la mutuelle agricole qui héberge les demandes que tu fais. Enfin, voilà, tu me l'as expliqué, mais tu peux dire pourquoi rapidement c'est la mutuelle agricole qui s'occupe de ça? Alors moi, très clairement, je ne connais pas la genèse de ça. Moi, mon explication, c'est qu'à un moment, quand il y a... de toute façon, il s'agit d'un régime d'assurance maladie, que ce soit la caisse d'assurance maladie classique, la CPM, ou que ce soit la MSA, en fait, peu importe. C'est juste qu'à des moments, je pense qu'il faut décentraliser, en tout cas harmoniser les demandes, et que finalement, ils ont... Je suppose, et c'est une supposition, je ne suis pas allée le vérifier, mais je suppose qu'ils ont en fait confié cette mission à la MSA parce que la CRAMIF, par exemple, en Île-de-France, n'était pas en mesure de répondre à tout ça. C'est plus un aménagement administratif Oui, que exactement. Mais quelque chose du de coup, c'est vrai que ça spécifique. perd aussi beaucoup les professionnels parce que, nous, logiquement, on enverrait cette demande au lieu classique. Et donc, du coup, ça peut perdre aussi les professionnels et on a peut-être moins d'interlocuteurs. Mais finalement, c'est pas quelque chose ça me questionne pas, dans le sens où on voit bien aussi que beaucoup de missions de l'État maintenant sont décentralisées aussi vers des associations. Parce que l'État n'a pas suffisamment de professionnels pour pouvoir répondre à ces missions-là. Et donc moi, je l'entends un peu plus dans ce sens-là. Comme un aménagement, en fait. Ouais. Une dernière question, donc tu as beaucoup évoqué la question de l'isolement, notamment le fait que les personnes âgées exilées qui arrivent en France ont du mal à se remettre dans une dynamique d'apprentissage de la langue notamment. Voilà, est-ce que tu as eu connaissance de peut-être d'initiatives qui ont cette volonté en fait de sortir les personnes exilées de l'isolement, des choses qui t'ont marqué là, dans ta pratique récente, puisqu'elle est récente, hein, sur les personnes exilées âgées, pardon. Pour l'instant, ça reste des initiatives dont j'ai entendu parler, mais vers lesquelles on ne s'est pas encore rapproché, notamment parce que finalement, cette question de l'isolement, alors, elle peut être très importante pour des personnes qui sont là depuis très longtemps, mais on voit aussi qu'il y a des parcours d'exil familiaux, et que finalement là les personnes que j'accompagne qui sont des personnes âgées ou vieillissantes ne sont pas forcément des femmes isolées ou des hommes isolés, leurs enfants sont sur le territoire français, mais on a toujours effectivement cette volonté de pouvoir essayer de les accompagner un peu vers l'extérieur, de leur proposer des choses à l'extérieur. Après, ça sera toujours du cas par cas, c'est-à-dire que c'est aussi en fonction de quels sont les désirs de cette personne, quels ont été ses goûts, ses appétences. Voilà, donc la question c'est de quoi cette personne aussi est capable de faire. Le but, ce n'est pas de la mettre en difficulté en lui proposant plein d'activités alors que ça va être un frein pour elle, ou que ça va être trop compliqué, ou qu'elle va se retrouver dans un lieu perdu où elle n'aura pas elle n'arrivera pas à avoir des repères et autres. Donc je sais qu'il y a des initiatives qui se créent de plus en plus. Par exemple, des associations qui proposent des binômes
binôme avec des personnes françaises et des personnes exilées. Donc ça existe. Et puis après, nous, par exemple, on a commencé un partenariat avec Culture en Herbe, qui est une association qui propose des ateliers de jardinage pendant les beaux jours, en fait. Hein. C'est fermé pendant l'hiver, ce qui est normal, mais de pouvoir proposer ça, mais parce que cette activité en elle-même, elle a vraiment un choix, c'est qu'on a aussi beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient dans le travail de la terre aussi, soit professionnellement, soit personnellement, elles avaient leur propre jardin et que finalement, c'est aussi un lieu où il y a très peu d'enjeux, c'est-à-dire qu'ils peuvent se présenter quand ils le souhaitent, il y a des horaires bien sûr, mais ils peuvent venir à une séance, s'ils viennent pas à la prochaine, c'est pas important, que c'est ouvert à tous, donc ça ne sera pas que à destination de personnes exilées, donc ça permet d'être en lien aussi avec des gens qui viennent du quartier, par exemple. En fait, c'est mixte. Enfin, je veux dire, c'est pas consacré uniquement aux personnes Pas exilées. du tout, pas du tout. Il y a des personnes qui peuvent être en situation de handicap, il y a des personnes qui vraiment des bénévoles du quartier. Enfin voilà, c'est aussi d'être vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du vivant, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus de vivant que de faire pousser des plantes et enfin voilà, d'être dans le travail de la terre et autres. Et d'ailleurs, ça révèle des choses. Enfin, une femme, moi, que j'ai accompagnée, qui, a une 50aine d'années, hein, mais qui est déboutée, donc il y a quand même très peu de perspectives pour l'instant pour elle, qui s'est révélée en mettant de côté le bénévole, en disant non, non, mais je sais faire, et hop, elle s'est mise tout de suite à planter ses piments, et puis voilà. Et donc, c'est aussi revaloriser des choses et d'un retour à une gestuelle qu'il pouvait avoir auparavant. Mais encore une fois, c'est toujours en lien avec la personne. On a aussi les ateliers de la Maison de la Poésie, on a vraiment un partenariat avec eux, où il y a des personnes qui ont pu s'y rendre et donc participer aux ateliers d'écriture là-bas. Après, ça tient pas de toute façon. Il faut toujours être, je pense, dans une proposition, mais toujours adaptée, et aussi en lien avec le reste de l'équipe pour savoir est-ce que c'est le bon moment et ne pas mettre la personne en difficulté. Okay. Merci Pauline pour tous ces éléments. On voit qu'il y a quand même un petit peu de... Voilà, c'est nouveau, c'est difficile, mais que, en tout cas au niveau du centre, la pratique est en train de s'adapter vis-à-vis de ces patients exilés âgés. C'est ce que toi, tu as une dernière remarque, une dernière chose à nous donner. Oui, mais c'est sûr que c'est vraiment une question qui émerge, donc ça demande effectivement de pouvoir se poser la question, mais déjà en ayant fait le choix de questionner par le dernier numéro de Mémoire et puis par ce podcast, je pense que c'est primordial parce que finalement, ce sont des personnes qui sont en marge de la société et parfois encore plus en marge de la société, et c'est déjà le cas pour les personnes âgées parfois au quotidien qui sont isolées et précaires, et que malheureusement les personnes exilées se retrouvent aussi dans ce système-là de grande précarité, et que là en fait il en va aussi de la condition humaine et de la dignité des personnes qui sont reçues sur le territoire français, qu'elles soient régulées ou non, et que qu'elles soient âgées ou non aussi, et que voilà, moi ma grande inquiétude, c'est notamment pour les personnes déboutées, qu'elles puissent un jour avoir accès à des soins, et en tout cas des soins et des accompagnements qui soient réellement adaptés, parce que il s'agit d'êtres humains et il s'agit de parents, grands-parents de quelqu'un, et que on leur doit autant de respect et de dignité que à chaque autre être humain. Eh bien, merci. Merci à toi. Le Centre Primo Levi est une association dédiée aux soins et au soutien des personnes victimes de la torture et de la violence politique. Créé en 1995, le Centre Primo Levi donne à ces personnes un accès à des soins adaptés et un accompagnement tourné vers une prise en charge en santé mentale, afin de réduire l'impact des traumatismes sur leur vie et leur permettre de s'insérer dans la société française. Le Centre Primo Levi s'efforce aussi de transmettre son savoir-faire à travers un centre de formation opérant sur l'ensemble du territoire.